Bonjour à tous et bienvenue à Loin de s'en foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Sidney Fowo et Jean Gounel pour la prochaine heure. Les gars, comment ça va? Ça va, Très, merci, très bien. toi? Ça va très bien. C'était supposé d'être une semaine de repos, par contre, dans l'univers de l'Impact de Montréal. Finalement, ça a été un repos sur le terrain pour l'équipe qui a passé quelques jours à Montréal, mais je vous dis que ça n'a pas été de tout repos dans les bureaux. On va avoir l'occasion d'en parler au cours des prochaines minutes. On va parler d'une situation qui brasse un peu du côté des États-Unis, et non. Je ne parle pas de Donald Trump en ce moment. C'est Landon Donovan, en fait, qui a fait parler de lui pour toutes les bonnes raisons, j'ai envie de dire, pour un gars qui a fait jaser beaucoup aussi pendant sa carrière de joueur. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans l'émission, juste avant de traiter de nos sujets chauds avec les questions qui nous ont été posées sur Twitter. Mais d'abord, notre segment à domicile. Comment pas commencer par Evan Bush, qui était à l'Impact depuis 2011. C'était le dernier, ce qu'on peut dire, vestige de l'ère pré-MLS. Oui. Finalement, on a trouvé preneur pour lui. Il se dirige du côté de Vancouver en raison des blessures, principalement là-bas, qui faisaient en sorte que on était à la recherche de quelqu'un pour prendre la place de gardien numéro un. Jean, la première chose qui te vient en tête quand tu penses à Evan Bush, pas là pour l'échange, mais Evan Bush, gardien de l'Impact, c'est quoi? Un gars extrêmement fidèle, qui a toujours répondu présent, qui a toujours assumé. Quand, rappelle-toi, quand l'Impact passe en MLS, il est pas vraiment numéro 1, il est Non. un peu dans les limbes. Et puis, c'était Ricketts qui était numéro 1 à ce moment-là. Et il était resté là. Il est resté là, il a continué de travailler, il est resté impliqué, fidèle et impliqué au club. C'est quelqu'un qui est très présent dans la communauté aussi, qui est vraiment dans Montréal. Et ça fait un peu bizarre de le voir partir parce que très honnêtement, peut-être que au bout du compte, ça va rebondir, mais c'est quelqu'un que je voyais rester au club dans une fonction post-carrière professionnelle. Oui, c'est très intéressant. Tu n'es pas le seul à partager cette opinion-là. D'ailleurs, il n'y a rien qui empêche l'Impact de remettre la main sur Evan Bush post-carrière de gardien. Le problème, Sid, c'est qu'en ce moment, la carrière de gardien n'est pas terminée et tu lui donnes un salaire que tu lui as octroyé pour compenser les services rendus, ce qui faisait que tu payais très cher pour un gardien numéro 2. Exactement, exactement. Pour ceux qui comprennent pas vraiment le montant que Bush a reçu, s'il faut le voir sur l'ensemble de son séjour à Montréal, effectivement, là depuis 10 ans, là derrière Ricketts, là derrière Perkins, il a fait ses devoirs, il a travaillé de façon humble. C'est un très 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 grand bonhomme. Effectivement, comme dit Jean, impliqué dans la communauté. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le croiser, notamment, on va dire, à Goal Initiative. Il était très impliqué dans pas mal d'initiatives communautaires. Et c'est surtout pour tous les services rendus qu'il a obtenu un tel salaire, en mettant aussi dans la balance, il faut le dire, une très 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 belle année en 2018 où il a atteint plusieurs sommets en carrière et il a été récompensé par ce contrat. Maintenant, la réalité quand même en MLS, si j'ai un peu fouillé, il y a 47 gardiens qui ont été utilisés cette année et il est déjà le 6e plus vieux gardien dans cette liste de 47 gardiens qui ont été utilisés cette année. Ça donne quand même une perspective. Est-ce que c'est un joueur sur lequel on peut bâtir à long terme? La réponse est déjà non. Il y a des gardiens qui réussissent bien, comme celui de Toronto, d'autres qui réussissent très mal, comme celui de San Jose. Genre, comme là, j'ai pas forcément un facteur de corrélation avec la performance, mais bon, il fait partie des plus vieux et il ne cadre pas forcément avec la philosophie d'Olivier Renard et de Thierry Henry, et c'est assez logique qu'on arrive dans cette situation-là. Tu parles de philosophie. Il y a en termes d'âge, de profil de contrat, mais il y a juste le profil sportif aussi. Parce que pour moi, il y a 3 raisons qui font en sorte que c'est tout à fait correct en ce moment, même si je suis triste à quelque part de voir un gars qui a si bien servi le club s'en aller. C'est que, 1, si tu ne l'as pas encore utilisé cette année, tu n'avais pas l'intention de le faire. 2, dans les faits, sur le terrain, il n'y a pas les qualités
que recherche Thierry Henry. Quand tu regardes ce qui est demandé à Clément Diop de jouer avec ses pieds de derrière, d'être quasiment un libéro, c'est pas du tout le style de Evan Bush, qui est capable de faire des arrêts, qui est capable d'être solide. Mais là, si tu utilises ton gardien comme un défenseur supplémentaire pour relancer et surtout relancer court, il ne cadre pas là-dedans. Et la troisième chose, c'est que j'entends un discours complètement différent que ce que j'entendais à l'époque autour de Maxime Crépeau, qui était en train de brûler la USL, puis qu'on ne regardait même pas. Tu sais, l'Impact n'avait aucun intérêt de suivre la progression de Maxime Crépeau à ce moment-là. On n'en avait que pour les gardiens, le gardien Evan Bush à ce moment-là, ou Clément Diop à partir du moment où c'est lui qui est débarqué à Montréal comme numéro 2. Avec James Pantemis, j'entends pas du tout la même chose. J'entends tout le monde dire on l'a suivi dans les Highland Games de la Canadian Premier League, on aime ses progrès, puis il y a le profil qu'on recherche comme gardien sous Thierry Henry. Mais pour ces raisons-là, moi, je suis très heureux de voir qu'une fenêtre d'opportunité s'est ouverte pour envoyer Evan Bush ailleurs en MLS parce que c'est pas facile de se débarrasser d'un contrat comme ça puis d'un profil comme le sien. Finalement, j'ai l'impression que tout le monde y gagne puis c'est une très bonne nouvelle. Là, une fois que tu as passé ce dossier-là, tu comprends un petit peu mieux quelques jours plus tard pourquoi, quand il nous a expliqué l'échange de Evan Bush, Olivier Renard a dit, ben vous voyez, il y a des gens des fois qui ont des besoins, qui cadrent avec ce que nous, on a besoin de laisser partir du club. Et ben des fois, ça pourrait aussi se produire que l'inverse soit vrai. À ce moment-là, je me suis dit, bon, il est peut-être en train de préparer quelque chose d'autre. Finalement, c'est Mason Toy qui débarque ici pour une trolley de cash d'allocation. Qu'est-ce que tu penses de cet échange-là? Cohérent, effectivement, très cohérent avec ce qui était dit depuis le début pour Olivier Renard. C'est le profil de jeunes joueurs à haut potentiel de revente. Cohérent aussi sportivement. Je pense que derrière Kyoto, il y a vraiment un véritable problème pour l'Impact de Montréal. Donc il fallait se renforcer à ce titre-là, se renforcer avec des joueurs que Thierry Henry compte utiliser. Il y a des attaquants dans l'effectif, mais des attaquants sur lesquels Thierry Henry compte véritablement, un peu comme j'allais dire pour Evan Bush, je fais le parallèle. Là, il y avait un trou. Donc, effectivement, et puis en termes de besoins, comment dire, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. L'arrivée de Kai Kamara a complètement bouché l'horizon de ce jeune américain qui avait bien fait en 2019, un peu moins en 2020 conséquemment. Et puis oui, c'est bon, beaucoup. Je sais pas, on verra, mais c'est quand même oui 600 000, je pense, en différents produits d'allocation mollet et MLS. Donc comme l'a dit Adrian Heath, donc comme c'est le temps qui nous le dira, c'est le temps qui nous le dira. Puis non, mais c'est une addition cohérente, bonne. Ben, on verra le nombre de buts. Ben ça c'est intéressant, Jean, parce que évidemment il y a la perspective Impact de Montréal qui a été agressif parce que c'est 150 000 d'argent d'allocation de cette année, 450 000 pour l'an prochain pour aller chercher un gars de 21 ans qui compte pas sur le cap salarial en ce moment parce que c'est un joueur génération Adidas. Ça, c'est important pour une équipe qui a eu toutes les difficultés du monde avec le cap salarial. On était toujours à côté, particulièrement avant l'arrivée d'Olivier Renard. Mais quand tu regardes de l'autre côté de la médaille, Jean, c'est intéressant d'entendre Adrian Heath dire « Moi, j'avais un jeune attaquant ici qui, à juste titre, voulait du temps de jeu parce que c'est le genre de mentalité que tu veux de tes attaquants. Mais là, quand on a une offre comme celle-là, on s'est dit, avec l'état des choses actuelles au Minnesota, on était à quelque part obligé d'accepter cette offre-là. Un, pour l'argent que ça nous amène, puis deux, pour le fait que ben, ça va satisfaire un gars qui n'était pas heureux chez nous. Mais c'est là que ça devient fascinant. Adrian Heath dit, comme Sid vient de le mentionner, ben, on verra si, à quelque part, on a fait une erreur ou non. Ça, d'entendre le coach de Minnesota dire ça, c'est quand même encourageant pour l'Impact. Oui, plutôt. S'il dit, on verra avec le temps, et c'est un petit peu ce qui ressort de discours un peu de tout le monde. Oui, le fait que ce soit un joueur génération Adidas, ça permet justement de travailler sur le temps parce que il n'y a pas une sorte d'obligation immédiate de résultat. Oui, lui, il était coincé parce que Minnesota avait engagé un attaquant paraguayen Amaria et il venait de prendre Camara. Donc lui, il se voyait vraiment au bout de ligne. Et bah, oui, de ce que dit Adrian Heath, regarde,
c'est un gars sur lequel on comptait, mais qui se retrouve finalement à court terme avec peu de possibilités. Dans ce qu'il dit aussi, c'est que la proposition de l'Impact, le discours de l'Impact, était de loin le plus intéressant. Pour l'Impact, je pense que c'est un bon coup. C'est un bon coup qui rentre totalement dans la politique annoncée et qui, disons, semble se dessiner depuis quelque temps déjà. Et je pense que c'est un attaquant théoriquement de pointe, un gars qu'on va voir, qui est assez solide, hein, qui est un 85, un 88, quelque chose comme ça, qui devrait être une présence, parce qu'il n'y en avait pas non plus régulièrement une présence devant le but, sachant la façon dont l'Impact développe, amène souvent du jeu sur les côtés. Il faut un joueur qui ait cette présence-là devant le but. Donc je pense que c'est intéressant. Et là aussi, je pense que c'est, comme s'il soulignait, quelqu'un qui semble, dont le profil semble intéresser vraiment Thierry Henry, dans le sens où il va le faire jouer. C'est pas quelque chose, c'est pas un joueur qu'on met et qui va être dans la vitrine et qu'on va ressortir une fois de temps en temps, quoi. Oui, ça, on va avoir l'occasion d'ailleurs de répondre à une question qui nous a été posée un peu plus tard dans l'émission, à savoir, il se retrouve où là, dans les médias, dans l'échiquier de l'Impact? Il ne sera pas disponible pour le match en fin de semaine parce qu'il y a un protocole à observer pour intégrer une nouvelle bulle, parce qu'il est dans une bulle de Minnesota depuis le début de la campagne. Là, maintenant, il passe avec l'Impact. Mais je veux t'entendre, Sid, avant de passer au prochain sujet, qui est un autre casse-tête pour Thierry Henry avec les joueurs qui partent pour des matchs internationaux dans quelques semaines. Mais je veux t'entendre justement sur le facteur Thierry Henry dans la décision de Mason Toye, puis le facteur Mason Toye dans la décision de Thierry Henry, parce que ça va dans les deux sens. Henry est une idole de Mason Toye, c'est un attaquant. Tu comprends tout de suite pourquoi un gars comme lui, qui a déjà pas de temps de jeu ailleurs, se dit moi, si je peux avoir du temps de jeu sous une légende comme lui, c'est sûr que ça va être bon pour ma carrière, ne serait-ce que pour apprendre quelques trucs. En revanche, c'est quand même un gars de 21 ans qui a décidé de débarquer dans le bureau de son coach pour dire « Hey, moi, j'aimerais ça m'en aller ailleurs parce que je ne suis pas satisfait de mon temps de jeu. » C'est un gars qui a une grosse personnalité sur le terrain aussi. Et on l'a vu faire quelques frasques là, au cours des dernières années. Bon, ça peut être mis sur le dos de la jeunesse, il n'y a pas de problème, mais est-ce que Thierry Henry, à quelque part, n'a pas demandé quelque chose qui va être pas mal de gestion? Bref, ma question, c'est est-ce que ces deux personnalités-là peuvent cohabiter sur le long terme, tu penses? Je n'ai pas assez d'éléments récemment pour répondre au niveau de la cohabitation, mais j'aimerais revenir sur un élément super intéressant de ta question sur l'effet de Thierry Henry, sur la capacité d'attirer des joueurs. Mais on voit que oui, c'est un facteur, effectivement, mais c'est pas tout. Si derrière Olivier Renard a pas les outils pour faire une proposition de valeur, que Thierry Henry attire des gens ou que ça a été l'idole de certains joueurs ne change rien à la capacité de recrutement de l'Impact de Montréal. Donc je pense que c'est vraiment l'un des exemples concrets lorsqu'on parle un peu du carrière d'adresse de Thierry Henry. Ben, il faut les outils au sein comme du budget de l'Impact de Montréal pour le faire. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce même pic, qui était le 7e ou le 8e pic au Super Draft de 2018, a été vendu pour 150 000. Quand on parle d'une équipe qui parfois comme grade dans les fonds de tiroir, ben effectivement oui, Mason Toye aurait peut-être pu faire partie de l'effectif de l'Impact de Montréal, mais ce 150 000 de gamme ou de TAM comme que l'Impact est parti chercher en 2018, ben ils en avaient besoin. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important. Au niveau du caractère, c'est un joueur qui fait partie des équipes nationales américaines jeunes, qui est conscient de sa valeur, qui, comme d'autres avant, disent qu'il veut évoluer en Europe. Il voyait qu'il était dans une situation assez compliquée. J'aime son esprit d'initiative. Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? Est-ce que au niveau de la forme et du fond, mais je sais pas vraiment. Mais on dirait que c'est quelque chose que j'apprécie. Quelqu'un qui essaie de prendre contrôle de sa destinée, de son temps de jeu. Maintenant, il y a un travail à faire de fond qui est à l'entraînement et sur le terrain pour justifier tout ça. Et j'espère que voilà qu'il faut se donner les moindres de ses ambitions. Sinon, on devient très rapidement une nuisance dans le vestiaire. Parlant de nuisance, peut-être pas dans le vestiaire, mais certainement dans le calendrier. Les fameux matchs internationaux, on avait oublié que ça existait, hein, Jean, à ce temps-ci de l'année.
Mais là, tout d'un coup, je te confirme que Thierry Henry n'a pas oublié que ça s'en venait avec les rappels de Lassi Lappalainen et Jukka Raitala. Il y a également Clément Diop pour la première fois en 3 ans qui serait rappelé par le Sénégal. Là, le défi dans tout ça, c'est que d'abord, tu as des matchs que tu vas rater. Le match du 11, le match du 14 de mémoire pour les deux Finlandais. Ça peut être encore plus long pour Clément Diop. C'est pas seulement les matchs, c'est le fait qu'à ton retour, ben là, tu as une période de quarantaine à observer parce que la chose qui m'est venue en tête, moi, quand j'ai vu ce scénario-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2013, tu as Robbie King qui joue un match avec la République d'Irlande le mardi soir en Europe. Le mercredi soir, il est sur le banc face à l'Impact pour le LA Galaxy, puis il rentre. Écoute, tu es à des années-lumière de cette réalité-là, puis c'est pas faute de moyens en ce moment. Là. Tout le monde serait capable de rapatrier les joueurs hyper rapidement avec des vols privés, etc. Mais là, si tu as la quarantaine à observer en plus, sachant que tu joues, mettons que c'est 5 jours, et tu joues 3 jours en ce moment, c'est la réalité de l'Impact. Écoute, je pense que le calcul pour Clément Diop, c'était 5 matchs qu'il pourrait rater au total. Dans la catégorie, tu n'avais pas besoin de ce casse-tête-là en plus cette année pour Thierry Henry, Jean. Je pense qu'on ne peut pas vraiment faire mieux à ce stade-ci de l'année. Non, c'est effectivement, ouais, c'est lourd. C'est lourd parce que ça tombe, on le soulignait la semaine dernière, ça tombe exactement à un moment où le calendrier MLS amenait une nouvelle partie congestionnée, une nouvelle partie du calendrier extrêmement intense pour l'Impact. On va de quoi 5-6 matchs en 18 jours, quelque chose comme ça, 20 jours. Et perdre 3 joueurs, clairement, Diop, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Mais idem, Raitala Lappalainen actuellement, et là aussi ça recoupe un peu notre conversation depuis quelques semaines, c'est que c'est pas quelque chose que l'Impact peut trop se permettre vu l'effectif, vu le besoin de nécessaire, urgent de faire tourner, d'amener de nouvelles solutions, se couper d'un certain nombre de joueurs pour une période importante vu le nombre de matchs et importante dans le calendrier parce qu'on arrive là à un moment pas mal crucial. Ce sont des matchs face à des adversaires directs pour la plupart. C'est pénible. C'est vraiment pénible. C'est certainement pas ce dont l'Impact avait besoin, ce dont Thierry Henry avait besoin. Et là-dessus, il va falloir être inventif, disons. Inventif, ça veut dire James Pantemis, attache tes crampons? Oui, ça veut dire peut-être espérer que je sais pas si c'est un appel ou la procédure en tout cas de la MLS sur les droits quand les sélections et les fédérations soient entendues. Je pense que la MLS dans son complet et surtout d'ailleurs même pour tout ce qui se passe du côté de la CONMEBOL souhaite que les joueurs ne soient pas libérés tout simplement. Je pense que nous c'est vrai qu'on l'avait oublié du côté de l'Impact de Montréal parce que il y a plus de joueurs qui étaient trop concernés par le foot international. Genre, à partir du moment où Lappalainen et Raitala étaient blessés au dernier rassemblement de la Ligue des Nations, Taider n'est plus considéré dans l'équipe nationale algérienne. Clément Diop, comme tu dis, ça faisait 3 ans. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il y a Kyoto, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont concernés par le foot international. Donc, on n'est pas affecté du côté de l'Impact de Montréal. Maintenant, c'est une réalité qui en plus, dans ces calendriers, parce que techniquement, c'est trop. Enfin, c'est prévu au calendrier que même la MLS sait qu'elle fait partie d'un écosystème. Simplement, en ce moment, il y a plus rien comme avant. Et c'est pour ça qu'on a une situation où Clément Diop pourrait rater jusqu'à 5 matchs. Moi, j'avais compté 4, mais bon, je pense que même 5, ça fait du sens avec la quarantaine. C'est vraiment puis la semaine où Evan Bush est changé, donc il y a une forme d'ironie dans tout ça, mais je pense que voilà, comme encore une fois, la profondeur de l'Impact de Montréal est mise à rude épreuve dans ce cas de figure. Si vous le permettez, maintenant, les gars, on va passer à notre segment en temps additionnel. Jean, je veux t'entendre d'abord sur ce qui s'est passé. On en a parlé en début d'émission à San Diego. Écoute, quelle semaine, d'abord pour ceux qui ne savaient pas que Landon Donovan est maintenant en charge d'un club à San Diego, vous le savez parce qu'il a passé tout son temps sur les médias sociaux au cours de la dernière semaine. D'abord, pour un incident où il y a eu des propos racistes
qui ont été proférés sur le terrain. À ce moment-là, ça, c'est il y a une dizaine de jours à peu près, un peu plus d'une semaine. Et San Diego a fait match nul. Là, pour remettre en contexte, là, on ne va pas vous noyer dans les chiffres, mais San Diego est dans une course aux séries. Tous les points en ce moment sont importants. San Diego fait 1-1 et décide de faire forfait sur ces points, de les abandonner en guise de protestation pour les propos racistes qui ont été proférés sur le terrain. Déjà là, j'en ai parlé à la radio samedi dernier, je trouvais ça extraordinaire parce que pour la première fois, tu as un représentant blanc qui décide de se positionner et de dire, vous savez quoi, la chose la plus précieuse, là, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a que les points, que les victoires qui comptent, bien, Landon Donovan et le club, parce qu'il faut que tu sois backé là-dedans aussi, acceptent d'abandonner les points au classement. Là, une semaine plus tard, c'est la folie, hein, tu sais, à quelque part, tu te dis, c'est le club tout désigné pour vivre ça puis porter un message, parce qu'une semaine plus tard, là, c'est des propos homophobes qui sont proférés, dirigés à un joueur qui est ouvertement gay, un ancien de Minnesota, d'ailleurs, on parlait du club tout à l'heure, Colin Martin, et en plein match, Landon Donovan vient sur le bord du terrain, il y a une grosse discussion, puis au final, encore une fois, on abandonne les points parce que San Diego est en avance de 3-1 dans ce match-là. Je pense que je viens de résumer la situation. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de cette prise de position-là de la part de San Diego, de la part de Landon Donovan, puis de ce que ça peut avoir comme effet dans le monde du soccer au cours des prochaines semaines ou des prochains mois? J'espère que ça va avoir un effet, j'espère que ça va avoir une caisse de résonance. Ouais, on en a beaucoup parlé, tu le signales, mais c'est bien, c'est tant mieux, et je dirais tant mieux que ce soit Landon Donovan à la tête de ce club, parce qu'on en parle, c'est pour ça qu'on en discute là en ce moment. Ce qui s'est passé exactement, c'est qu'après cette insulte homophobe, le joueur Colin Martin s'est plaint à l'arbitre, et au même moment, ses partenaires sur le terrain ont dit « Ok, ça suffit là, c'est trop, on peut plus, on s'en va ». Et ce qui est remarquable, c'est la façon dont la décision a été prise de façon spontanée, unanime, et sans il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu qu'est-ce qu'on fait, etc. On dit, ok les gars, on se casse, et puis voilà quoi. Là-dessus, tout le club était derrière, puisque dans les minutes qu'on suivit, il y a eu un communiqué du Landon Donovan, du club, des joueurs qui ont dit voilà, c'est la position, et puis c'est non négociable, c'est absolument non négociable. Alors, ouais, tant mieux qu'on en parle, tant mieux que ce soit Landon Donovan, parce que il faut ce genre d'écho, il faut ce genre de caisse de résonance pour que on se rende compte que c'est essentiel, et une caisse de résonance qui arrive en plus à un moment où, comme tu dis, San Diego lâche des points et lâche probablement une possibilité de participer aux séries. Donc c'est marquant, c'est fort, c'est vraiment un geste fort dans le contexte américain en plus, mais je pense que ça dépasse pas mal ce contexte américain. Hein, moi, ce qui m'a marqué, c'est que cette décision spontanée de tout le monde sur le terrain vient après, par exemple, la discussion qu'on avait eue, Impact Toronto, les joueurs dans le vestiaire, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas. Là, regarde, non, on s'en va, c'est non négociable. Et ça, ouais, il faut que ce soit vraiment suivi de façon continue et de plus en plus rare. Tu sais, on parle souvent, Sid, de l'ADN d'un club, et on parle de l'ADN d'organisation sportive d'un point de vue sportif, tu sais, la philosophie de jeu, puis la façon de faire son marketing et tout ça. Moi, j'ai de la misère à voir comment un club peut réagir comme ça, sans calcul. Là. Parce que si tu commences à en faire des calculs, surtout des calculs au classement, tes décisions, elles sont peut-être les mêmes, mais tu les prends probablement un petit peu plus tard dans le processus, plutôt que là, dans le feu de l'action. C'est ça qui est intéressant, à mon sens, c'est de voir que ça fait de toute évidence partie, pas juste de l'ADN de Landon Donovan, pas juste du club, mais de tout le monde qui représente le loyal. Puis déjà, le fait que ce soit le loyal, ça s'invente pas, ça. Oui, effectivement. Je ne sais pas encore si ça c'est parti forcément de l'ADN du loyal, parce que, comme tu dis, la semaine passée, il y a eu des insultes racistes pour Elijah Martins, puis ils n'ont pas agi de la même façon, mais justement, il y a eu un ajustement. C'est-à-dire qu'ils ont pris acte de ce qui s'est passé et ils ont dû avoir des discussions à l'interne sur qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois. Et
de là, lorsque les insultes homophobes sont arrivées à Colin Martin cette fois, ben il y a eu un agissement qui était fort, qui était très fort. Et tantôt dans la présentation, tu soulignais que Don Donovan est un dirigeant blanc, mais c'est surtout un dirigeant. Et ce qui manque dans le foot, c'est une volonté au niveau des dirigeants, des preneurs de décision, de faire des actions relativement à tous les propos racistes, homophobes, genre comme discriminatoires. Et c'est là que des joueurs qui ont voulu quitter les terrains, c'est arrivé, que ce soit Eto'o, Montari, Alves, on peut en trouver des exemples. Maintenant, à quel point au niveau de leurs supérieurs, il y avait un soutien dans leurs actions. Ça, c'est dans la culture même du foot masculin, parce qu'il faut vraiment préciser, on n'a pas du tout les mêmes discussions dans le foot féminin. Il y a un manque, et ce manque-là fait en sorte que peut-être qu'aujourd'hui, la situation du dernier PSG-OM, pendant plus de 3 semaines, ça fait maintenant 3-4 semaines qu'on regarde toutes les images. Est-ce que Neymar a insulté Sakai? Est-ce que Alvaro a insulté Neymar? Est-ce que si? Est-ce que ça? À partir du moment où Neymar il supposément reçoit la première insulte, mais si Neymar sort du terrain et que le reste du PSG sort du terrain, on n'a pas du tout la même discussion. Et ces événements-là ne se reproduisent plus de la même façon. Donc c'est là où je trouve ça très intéressant de la part de ce qu'a fait de Don Donovan, de mettre le point sur la table, de donner le sentiment de possibilité, genre, comme, enfin, cette capacité, genre, comme de décider à ces joueurs qui sont parfaitement à l'aise et qui font ça. Et je crois que là où il y a un grand changement qu'il faut qu'il se passe dans le foot, c'est véritablement chez les décideurs. Et après, maintenant, c'est à la USL comme on dit, mettre ses culottes et genre, comme d'agir pour que le club ne soit pas sanctionné par rapport à cette situation-là. C'est là après que je reste vraiment hors terrain. Je reste hors terrain, genre, quand c'est vraiment là qu'il faut qu'il y ait des agissements qui se fassent. Et juste pour conclure là-dessus, il y a quelque chose qui est intéressant à mon sens, pas sur le premier incident qui était celui avec les propos racistes, mais sur le plus récent avec les propos homophobes. On a encensé la décision du club, on en parle depuis tantôt, une décision qui a été expéditive. Tu sentais qu'il était encore sur les vapeurs de la semaine d'avant. On comprend que c'est pas exactement la même cause, mais Landon Donovan qui est sur le bord du terrain puis qui dit on revit le même cauchemar que la semaine passée. Là, c'est pas vrai. On va prendre une décision, on va prendre position. Ces affaires-là ont pu leur place dans notre sport. Maintenant, je pense qu'on a raison d'encenser San Diego, le club, les joueurs et tout ça, mais il y a aussi la réalité au B.A.B.A. Là. Si Colin Martin n'est pas un joueur ouvertement gay, avant de prendre sa retraite, ça n'arrive pas. Et ça, c'est un autre facteur. Puis moi, je ne suis absolument pas en position pour dire que des gens devraient faire leur coming out avant leur retraite parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais dans ce cas-ci, si Colin Martin n'est pas ouvertement gay, bien, on n'a pas ces événements-là qui, à mon sens, font avancer la cause. Ça montre qu'il y a du chemin, s'il vous plaît, à faire, mais ça fait quand même bouger les choses parce qu'on en parle en ce moment. Et ça, il ne faut pas oublier. Jean, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ça part avec le joueur lui-même puis la décision qu'il a prise il y a quelque temps de faire son coming out alors qu'il est un joueur MLS, pas un joueur USL. Oui, si je te suis, ce que tu dis au bout du compte, c'est que ça devrait par ricochet et en fait parce que ça devient essentiel et que ça devient un argument de lutte que coming out soit quelque chose qui soit plus que ce soit plus ouvert, plus accepté, que les joueurs puissent avoir l'environnement qui leur permette de le faire. Parce que je suis persuadé que plusieurs veulent le faire et on l'a vu on l'a lu plusieurs articles là-dessus. Plusieurs disent ouais mais l'environnement c'est pas possible quoi. C'est professionnellement j'ai l'impression que je vais me suicider si je fais ça. Donc essayer de créer cet environnement qui permette que ça puisse être quelque chose de tout à fait normal, naturel, logique et qui n'ait pas à subir de conséquences.
Bien, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là, parce que quand tu parles d'environnement, peut-être que Colin Martin est un produit de ça, parce que de mémoire, son coming out, il l'avait fait durant le Pride Week de la MLS, qui essaye vraiment d'être aux avant-postes pour faire avancer la cause pour l'égalité, même si c'est loin d'être parfait. Et là, tu te retrouves dans un club qui, they've got your back. Là. Ils sont là, puis ils sont prêts à te supporter. Donc, c'est vraiment intéressant ce que j'en dis, Sid, par rapport à l'environnement qui permet l'éclosion d'un joueur comme ça qui s'affiche fortement, puis après, ben, tu es capable de mettre toute une machine en marche. Oui, exactement. Et puis, genre, pour faire un parallèle, parce que tantôt je parlais du foot féminin, je pense que c'est Rebecca Quinn qui a annoncé qu'elle était transgenre et qui le fait aussi pour permettre à d'autres personnes qui puissent se sentir suffisamment en confiance de le faire et de montrer qu'il y a des exemples positifs. C'est une fille qui a joué à la Coupe du Monde, fait partie du programme national. Donc c'est important effectivement qu'il y ait plus je pense que d'outils politiques, d'acceptation, de changement culturel, et ça passe aussi par ces communautés. Mais je crois que ça passe surtout d'un point de vue politique et des dirigeants, par les actions. Ce qui est assez ironique, encore une fois, c'est que dans le même temps, Didier Drogba, qui est quand même l'un des propriétaires du club, lui reçoit un award, enfin un trophée de la FIFA, et que lui, genre, comme dans ses communications sur Twitter, on le voyait, qui parlait à quel point le football est un reflet de la société. D'ailleurs, je suis pas sûr que la situation se passe de la même façon si Didier est présent physiquement au match, parce que il y a quand même eu des propos un petit peu malencontreux, genre comme de la part du coach, je pense, du Phoenix. Je pense qu'on était un petit peu dans du foot à papa, là, c'est comme ça, et puis voilà, etc. Je pense que c'est pas pareil si Drogba est sur place. Donc, tous ces changements-là, comme doivent se faire à tellement de niveaux pour arriver à une normalité, et le fait qu'on puisse jouer, quel que soit genre, comme nos genres, quel que soit notre identité. Je pense que c'est là où je pense que voilà. Et la USL est un tournant. La USL, ce qu'elle va décider pour le Warriors, c'est un gros tournant pour la suite des combats. On aura évidemment l'occasion de suivre tout ça au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Jean, pendant ce temps-là, si on change solidement de registre, il y avait le tirage de la Ligue des champions en Europe. On retient quoi de ce tirage-là? La Ligue des champions qui recommence déjà. C'est fou. Tu sais, d'habitude, les phases préliminaires viennent toujours très vite. Mais là, on n'a même pas fini. Je pense qu'on n'a pas lavé les vestiaires à Lisbonne, puis on est déjà en train de préparer la prochaine campagne avec un tirage au sort. Tu retiens quoi de ce tirage-là? Il y a plein de choses. Moi, je trouve qu'il est particulièrement intéressant parce qu'il y a des. D'abord, si on reste sur la crème, il y a des affrontements vraiment de poids. Bon, Bayern, Atlético, Barcelone, Juventus, PSG, United, Real Inter, par exemple. Donc, c'est solide. Tu vas me dire, oui, mais ça, généralement, on les a. Je pense qu'il y en a pas mal. Disons, il y en a pas mal plus. Il me semble que aussi il y a beaucoup de place, alors que d'habitude on disait bon voilà, on a une bonne idée des deux premiers du groupe. Je pense qu'il y a des places qui ne sont pas tout à fait assurées, garanties, parce que la présence de troisième, disons, de solide troisième, je pense par exemple à Salzbourg. Leipzig, parce que dans le groupe PSG, Manchester United qui est demi-finaliste, avec Real Inter, tu as Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk. Il y a plein d'équipes qui peuvent brouiller les cartes dans phase de groupe et aller chercher, aller gratter une place et faire tomber un plus gros. Je pense que c'est vraiment tout à fait possible cette année. Sid, est-ce qu'il y a un club ou un groupe en particulier qui attire ton attention, qui te donne vraiment envie de suivre la phase de groupe avec beaucoup d'attention? Alors, au niveau du groupe au complet, je dirais que le groupe Liverpool, Ajax, Atalanta, c'est celui, je pense qu'au niveau du jeu qui va le plus m'intéresser. Au niveau de la hype, il y a quand même un affrontement entre Ronaldo et Messi,
pour la première fois de leur carrière, ils s'affrontent en phase de groupe. Donc, comme Juve, Barça, ce sera aussi très très intéressant à suivre. Puis je rejoins Jean, je pense que c'est assez homogène par deux choses, parce que tu as des troisièmes, enfin des clubs de troisième chapeau, voire même de quatrième chapeau, qui sont de plus en plus compétitifs, mais aussi au-dessus, ben, c'est de moins en moins compétitif. C'est que c'est assez pour différents facteurs. On a des clubs qui semblent, on se rapproche de leur niveau. Et je pense que si on les prend tous un par un, Real est moins bon qu'il y a quelques années, Barça est moins bon qu'il y a quelques années, même Liverpool dans le contenu, c'est un peu compliqué, c'est un peu poussif. Donc il y a des petites choses comme qui se rendent ça intéressant. Je pense que hormis peut-être l'OVNI Bayern de Munich, il y a voilà, même le PSG c'est déjà moins bon là, depuis l'an passé, donc voilà, ça rend ça très compétitif, très homogène. Et je crois aussi que mine de rien, la formule Lisbonne Bulle a donné un peu quelques lettres de noblesse à l'Europa League. Je pense que de voir Manchester, de voir Séville, de voir l'Inter, je pense que voilà, donc comme il y a un vrai objectif aussi pour les plus petits clubs d'aller chercher cette troisième place, et ça rendra la phase de groupe très intéressante. En tout cas, je le souhaite. Très intéressant. Là, tu es au courant, Sid, que tu viens de jinxer le truc. Hein? Fait que Messi va être blessé, puis Ronaldo va être sur le banc quand ça fait le temps de compter, puis ils ne joueront pas un contre l'autre pendant la phase de groupe. Jean, avant de passer au sujet chaud, tu voulais ajouter quelque chose? Oh. On va passer, dans ce cas-là, au sujet chaud immédiatement. Parce que là, par contre, la phase de groupe, elle a lieu en 2/5, où les clubs vont jouer 3 semaines de suite, du 22 octobre au 8-10 novembre, je crois, et coupure, et puis 3 semaines de suite, fin novembre, début décembre. Donc là, tu as 3 matchs, bam, 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 une coupure, 3 autres matchs. Au niveau de l'effectif, au niveau du calendrier, ça demande une gestion pas mal différente. Tu as intérêt à pas avoir un joueur blessé durant cette période-là. Mais c'est une autre, là, tu condenses pas mal le truc sur 8 semaines à peu près, alors que c'était sur 2 mois et demi avant. C'est probablement une autre dynamique. On va voir comment les clubs vont le gérer. Très intéressant. Allons-y maintenant avec nos sujets chauds, si vous le permettez, des questions super intéressantes qui nous ont été posées au cours des 24 dernières heures. Sid, on va commencer avec toi parce que Thomas Imbeau nous demande Mason Toye, j'en parlais un petit peu plus tôt, il tombe où dans l'échiquier ou dans la hiérarchie de l'Impact de Montréal pour Thierry Henry en attaque? Juste avant, question d'être un peu malhonnête intellectuellement, je vais vous ressortir des statistiques que j'ai publiées sur Twitter hier. Là, c'est à vous d'interpréter ça comme vous le voulez. Mason Toye a 21 ans. Son salaire, qui ne compte pas sur la masse, là, mais quand même, le salaire qu'il empoche est de 188 000. Sur les 2 dernières saisons, donc 2019-2020, il a joué 25 matchs, 15 départs, marqué 7 buts. Maxi Urruti, du côté de l'Impact, a 29 ans. Son salaire, c'est 1 million. Sur ces 2 mêmes saisons-là, c'est 40 matchs disputés, 34 départs et 7 buts aussi. Bref, le retour, là, si on veut être vraiment à ras des pâquerettes, c'est la même chose pour un et pour l'autre. Donc, il joue quand, Mason Toye? Bon, je me lance. J'ai vu ce tweet, effectivement, ça m'a assez interpellé. Je pense que Maxi Urruti, qui on s'en souvient, dans les 2-3 premiers matchs de la saison, avait très bien performé. On dit chassé naturel, revient en galop. Il y a vraiment une vraie difficulté pour le joueur de mettre la balle au fond des filets. Ça n'enlève pas son volume de jeu. Ça n'enlève pas d'autres qualités qu'il pourrait avoir, mais dans cet aspect spécifique, genre comme de marquer des buts, c'est très compliqué. Et puis on voit qu'un joueur comme Toye pourrait facilement, ou en tout cas pourrait de façon plutôt égale le remplacer. Qu'est-ce qu'il apporte, Toye? Il apporte déjà quand même pas mal de robustesse, donc à 1m91. Au niveau des duels aériens gagnés, c'est un joueur qui baisse tout de suite, serait au top par rapport à l'Impact de Montréal. C'est pas un joueur qui marque beaucoup de la tête, en tout cas pas encore, mais il y a cet aspect-là. Il y a beaucoup de vitesse. On le voit, Minnesota a un jeu avec un pressing plutôt assez haut, et il fait partie de ça. Donc
comparativement à Urruti, qui c'est une grande qualité qui t'amène, ben, Toy pourrait amener la même chose. Par contre, il y a un écart entre le volume de tirs qui sont pris. Comme par match, on est quasiment à 0,70 que pour Urruti, 1,80 pour Toy. Donc déjà, on a un joueur qui est beaucoup plus agressif avec le ballon. Donc dans la hiérarchie, je crois qu'il vient au-dessus de Urruti. Maintenant, est-ce qu'il vient au-dessus de Kyoto ou autant Kyoto? Ça, c'est la question à répondre en fonction du système de jeu de Thierry Henry. Mais on le rappelait, hein, comme c'est 600 000 d'allocation salariale qui est pour lui, budgétaire pardon, pour lui. Donc c'est un investissement et c'est pas pour le mettre sur le banc. Non, et je pense que si tu as une comparaison à faire, pour moi, Kyoto reste sur le terrain, Maxi Urruti reste sur le banc. La vraie bataille, c'est Lassi Lappalainen ou Mason Toy. Et sachant que Lappalainen pourrait très bien se retrouver être reshippé à Bologne en janvier ou à quelque part en 2021, le gars sur qui tu vas bâtir, c'est Mason Toy. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ça le fait monter très rapidement dans la hiérarchie de Thierry Henry en attaque. Maintenant, Jean, la deuxième question qui nous a été posée, c'est celle de Monsieur Foot de Foot. On est encore du côté de l'Impact. La question est sur le capitanat. Monsieur Foot nous demande, que pensez-vous de ce capitanat actuel? Cette équipe n'a-t-elle pas besoin de caractère et d'un peu plus de leadership? Ouais, mais tu vas le chercher où? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais à la base okay, ben on va changer ça. À la base, est-ce que tu as besoin d'aller chercher du leadership? On va commencer là. Non, je crois qu'il y a je pense que dans le groupe, il y a la possibilité de le trouver. Il faut là aussi mettre un environnement dans lequel ça puisse être comment dire, avoir un impact sur le terrain, hein, être capable d'avoir un gars qui remonte, qui se reconnu et accepté par tout le monde sur le terrain. Moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a comme plusieurs petits leaders. Il y a comme et je pense que ça a été assez flagrant sur les 2-3 derniers matchs où on a senti qu'il y avait des flottements par endroits et personne qui était capable de regrouper tout le monde, de relancer tout le monde. On voyait des joueurs aller se remonter l'un l'autre plutôt par deux mais il n'y avait pas cette impression de ok, quelqu'un qui va prendre tout le monde et puis dire on redémarre, on relance parce qu'à chaque fois c'était dans des conditions compliquées avec des buts encaissés ou des moments où au niveau du jeu ça allait pas très bien et c'est vrai que j'ai pas senti cet élan global, général, cette façon qu'a un joueur qui normalement est le capitaine, qui est le relais sur le terrain d'un entraîneur, d'un gars, prendre ce manteau-là, prendre ce volume-là et vraiment relancer un petit peu tout le monde. Sid, est-ce que tu partages ce point de vue-là, que le leadership, à quelque part, Thierry Henry l'a déjà dans son groupe, c'est une question de le déterrer puis de créer un environnement qui laisse place à ce leadership-là? Non, pas vraiment. Je pense pas qu'il soit suffisamment présent dans le groupe, mais plus par rapport à la nature des joueurs. Ça leur enlève rien. Je crois que par exemple, lorsqu'on parle du capitanat, je pense que c'est Piet qui est très souvent dans la conversation. Je pense que Samuel, sa façon de jouer, sa façon d'agir sur le terrain est la même qu'il ait le brassard ou pas. Il a eu à quelques reprises d'ailleurs parce que Raitala a manqué des matchs. Je pense que ça change pas grand-chose. Maintenant, lorsqu'on voit vraiment le caractère des joueurs, on a beaucoup plus des joueurs qui... Et en tout cas, leur leadership va pas vraiment s'exprimer de façon extravertie. Qu'on parle de Wanyama, qu'on parle de Camacho, Raitala, évidemment, comme ses capitaines, ils ont pas une forme de leadership qui est plus facile de voir à l'extérieur, en haranguant les troupes. Non, ils n'ont pas ça. Et puis après, à l'inverse,
on a des joueurs qui, on en a un petit peu trop. Je veux dire, comme Safir Taider, c'est très rapide, genre, comme qui découbille sur un arbitre, ou un arbitre assistant. On a vu quand même souvent sortir de matchs un peu tout seul. Kyoto, pareil. Donc, il n'y a pas cet équilibre-là entre une personne qui aurait, oui, du caractère, qui s'exprimerait de façon à ce que, on va dire, à l'extérieur du vestiaire, on puisse le percevoir, parce que on est là aussi. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas. On n'est pas, je dis, Impact Média nous montre de moins en moins de vidéos. La vie de groupe, on la connaît mal. Mais d'un point de vue d'extérieur, cette espèce de leader charismatique, ou ces leaders-là ne sont pas, on va pas les percevoir, mais je pense que c'est aussi dû simplement à la nature et au profil des joueurs. On les voit en conférence de presse. Enfin, en tout cas, nos interactions avec eux, je pense pas que ce vestiaire-là a le type de caractère et de leadership que le grand public attend. On termine l'émission, les gars, avec une question du staff. Jean, on va commencer avec toi. Sid, je voudrais ton point de vue tout de suite après. On est à quelques jours de la fin du mercato en Angleterre. Quel club de Premier League a besoin du plus grand coup d'éclat à l'heure actuelle? Alors, la réponse, c'est Burnley, Sheffield, Fulham. S'ils veulent pas redescendre, c'est eux qui ont besoin de faire du recrutement. Maintenant, je pense que la question s'adresse plus au top 6, et puis au top 6, de très loin, United est l'équipe qui aurait besoin de se renforcer. Je pense que toutes les autres ont fait des moves assez intéressants. United, c'est pas suffisant, et puis on le voit en termes de contenu. À la rigueur, Tottenham peut se rassurer sur le fait que Gareth Bale va finir par, à un moment donné, rentrer sur le terrain, mais des top 6, United est très, très loin derrière. Oui, surtout sachant, Jean, que tu as un Patrice Evra qui part sur un rant dans le milieu de la nuit pendant 20 minutes pour expliquer son désenchantement avec son ancien club, un club que Evra dit adorer pendant qu'il se prend un petit thé vert dans une tasse de Manchester United, mais du même coup, il est en train d'expliquer tous les travers du club, est en train de dire, United suit tout simplement plus la parade de ce stade-ci. Est-ce que tu partages cette opinion-là? Ouais, pas mal. Et je pense que moi j'allais dire United aussi de la même façon, parce que qu'est-ce qu'on voit, ce qui se passe, c'était alors que il y a une confiance et un discours qui est très bien avec Solskjaer, on est content, on continue comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Solskjaer se retrouve avec les mêmes problèmes qu'ont eu Mourinho, David Moyes, Van Gaal, c'est-à-dire que ça, il cherche, on parle de combien? 4, 5 pistes sur lesquelles United était durant l'été ou durant la fenêtre de transfert. Ça n'aboutit pas parce que ça coince à un moment au club. On ne va pas revenir encore sur Ed Woodward, mais à un moment, tu vois, ça fait 1 mois et demi qu'on parle de Sancho. Arrivé à 3 jours de la fin de la fenêtre et qu'il n'y a rien de fait, qu'on en parle encore, pour moi, c'est un échec. C'est clairement un échec parce que non seulement tu n'as pas fait avancer le dossier, mais tu deviens complètement à la merci du club avec lequel tu es en discussion, puisque tu arrives, tu n'as rien signé, ou pratiquement pas. Il y a Van de Beek qui est arrivé, et puis c'est quasiment tout. Et tu as besoin de bouger, que ce soit devant, que ce soit en défense, et il n'y a rien de fait. Alors, pour l'image de United, pour montrer que c'est sérieux, pour montrer que le club, quand même, va vers l'avant, parce qu'à part Fernandez, c'est vrai qu'on n'a pas vu une signature vraiment marquante sur le terrain ces derniers mois. Donc United a vraiment besoin au niveau de l'image. Et oui, comme dit Evra, je pense que ça souligne un gros dysfonctionnement à l'intérieur du club. Bon, comme quoi, Patrice Evra, je ne suis pas toujours d'accord avec ses dérapes sur les médias sociaux, mais dans ce cas-là, on va se ranger derrière l'ancien capitaine de Manchester United. Tiens, on parlait de leadership, de capitanat et d'extroverti. Je pense que c'est pas mal le contraire d'un introverti, M. Evra, fait que ça cadre dans ce que tu nous disais tantôt, Sid. Les gars, toujours un plaisir. Merci beaucoup. De même, merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et de nous avoir envoyé vos questions. Continuez de le faire tout au long de la semaine sur Twitter avec le hashtag LDSF et continuez de consommer et partager notre contenu sur le rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur iHeartRadio.